Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 22 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La délégation ivoirienne conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly signe 3 accords de financement à Washington. 295 millions de dollars, soit environ 157 milliards de francs CFA. C'est le montant des accords qui portent notamment sur la transformation locale de l'ANACAD. Le Maroc veut intégrer la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des émissaires marocains mènent une série de rencontres dans des capitales africaines. Après Dakar, Cap est mis sur Abidjan pour débattre des retombées de l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Et nous aurons un dossier dans ce 20h consacré à la sécurité alimentaire. Quel est l'apport de la recherche? Nous ferons une incursion au CNRA, Centre de recherche agronomique qui propose des technologies performantes. Alors, comment la recherche peut-elle contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire? Le Togo est de nouveau touché par la grippe aviaire. L'information a été confirmée hier par le gouvernement togolais qui prévoit l'interdiction de tout mouvement des volailles pour une période de 30 jours dans la localité concernée, à savoir la préfecture des Lacs. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Commençons tout de suite par cette bonne moisson de la délégation ivoirienne aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. La délégation conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a signé 3 accords de financement d'un montant de 295 millions de dollars, soit environ 157 milliards de francs CFA. Et l'un de ces accords porte notamment sur la transformation locale de l'ANACAD. Alexis Vaudraogo, envoyé spécial aux États-Unis. 11e étage de la Banque mondiale, échange chaleureux entre délégations ivoiriennes et membres de l'institution avant la signature de 3 accords de financement. Enveloppe globale, 295 millions de dollars. Nous rentrons donc à Abidjan avec 3 accords que nous venons de signer, 3 accords de prêt avec la Banque mondiale. L'un relatif donc au financement de la filière donc ANACAD, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Et les plus heureux, ce sont les acteurs du secteur ANACAD. Plus de 107 milliards de francs CFA pour booster la transformation locale. L'ANACAD est devenu un produit extrêmement important pour la Côte d'Ivoire puisque c'est le 3e produit d'exportation après le pétrole, et après le cacao et les produits pétroliers. Il n'est pas possible de continuer plus longtemps et durablement à exporter des noix brutes de cajou quand la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent. La transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois. Avec eux, le secteur de la gestion du foncier rural. L'agence en charge d'élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier vient aussi d'avoir l'appui financier de la banque, avec en plus l'expertise pour l'accompagner. Une filière du foncier a été ouverte à l'École nationale d'agronomie de Yamoussoukro. Nous comptons au bout de 2 ans avoir 200 agents du foncier rural bien formés qui seront très proches des populations pour appuyer les sous-préfets et les organes déconcentrés du ministère de l'Agriculture pour que ce ne soit plus désormais au petit bonheur dans l'approximation que des gens aillent parler aux populations de la question foncière. Autre secteur pris en compte, celui pour l'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe permettra d'améliorer la gestion des problématiques liées au changement climatique en général et à l'érosion côtière et inondations en particulier. Et si la Banque mondiale s'engage de plein pied avec la Côte d'Ivoire, c'est que pour elle, le pays est celui sur qui il faut compter. La Côte d'Ivoire est un client de la Banque mondiale qui est important, un pays qui a eu des taux de croissance parmi les plus élevés dans la sous-région, avec une production agricole qui est l'une des plus fortes et des plus diverses en Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons pu, avec les autorités ivoiriennes, mettre en place un certain nombre de projets, de programmes qui permettront justement d'accroître la production agricole, de relancer ce secteur qui est un secteur extrêmement important, particulièrement dans l'anacardier. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao,
Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans un mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan et justement pouvoir offrir aux populations ivoiriennes des services d'assainissement qui soient à la hauteur de leurs aspirations. La rencontre a été aussi l'occasion d'ébaucher des projets à venir, dont l'érection de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan qui devrait permettre de décongestionner la capitale économique du pays. Et toujours à Washington, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly multiplie les rencontres au profit de la Côte d'Ivoire en marge des assemblées du FMI et de la Banque mondiale. Il a eu une séance de travail avec la présidente du FMI, Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Le reportage d'Alexis Ouedraogo dans nos prochaines éditions pourra savoir un peu plus sur leurs échanges. La question de l'adhésion du Maroc à la CEDEAO est abordée dans plusieurs capitales africaines. Le pays frappe, vous le savez, aux portes de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Des émissaires marocains mènent donc une série de rencontres dans des capitales de l'Afrique de l'Ouest. Après Dakar, cap est mis sur Abidjan pour débattre des retombées de cette intégration. Le Maroc dans la CEDEAO, élargissement ou approfondissement. Élément de réponse avec Noël Niagno. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une entité régionale, le Maroc, un pays arrimé à l'économie mondiale qui veut faire ses classes en matière d'intégration. Nous sommes comme des élèves. Nous avons tout à apprendre en matière d'intégration régionale, surtout qu'au niveau transversal, c'est-à-dire nord-africain, il n'y a pas d'intégration régionale satisfaisante. Donc le Maroc a fait le pari de l'Afrique. Le Maroc, en retournant à l'Union africaine, a voulu démontrer de manière irréversible sa profondeur ouest-africaine, mais son attachement à son continent d'appartenance. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nos racines sont africaines et qu'elles resteront africaines. Le premier produit exporté par le Maroc est l'automobile, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. À côté de ça, le Maroc a développé des plans sectoriels très importants, notamment le plan Maroc vert en matière d'agriculture, qui lui a permis vraiment de pouvoir construire son PIB agricole, de pouvoir le développer. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, la plus grande centrale solaire au monde est marocaine. Dans le domaine aussi du tourisme, le Maroc a pu développer un tourisme durable avec tout un plan qui lui a permis aujourd'hui d'être la première destination touristique africaine. Pour information, le Maroc reçoit chaque année 13 millions de touristes. Le Maroc dans la CEDEAO, élargissement ou approfondissement, on peut affirmer que c'est les deux à la fois. Le Maroc étant dans une position économique légèrement meilleure que les autres pays membres de la CEDEAO, à l'exception peut-être du Nigeria, donc cela peut nous amener à diversifier, ce qui ferait un approfondissement, c'est-à-dire en termes de plus grande production, d'industrialisation au sein de la CEDEAO. À ce niveau, les pays doivent prendre l'engagement de jouer le jeu en toute objectivité. Il faudrait absolument que chacun des pays joue le jeu et démantèle cette protection tarifaire. C'est-à-dire que ça paie des subventions à ces entreprises, ça paie des impôts, des droits de douane qu'il impose sur ces importations. En les démantelant, les entreprises qui sont au sein d'une même zone sont confrontées sur la base de leur capacité intrinsèque. Donc, leurs coûts de production ne seront pas surfacturés ou sous-facturés. De sorte que ce sont les entreprises qui ont réellement la capacité d'exister, qui vont exister, c'est-à-dire qui produisent à qualité égale les biens et les services au prix les moins élevés. Observer ces bonnes pratiques, c'est bien, mais faire adhérer les peuples et prendre des précautions culturelles, c'est mieux. Au-delà de la signature de l'accord de principe par le chef d'État, il leur était indiqué qu'il y ait des débats publics pour voir dans quelle mesure on peut mieux expliquer aux opinions publiques marocaines et d'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, il va falloir procéder à des réglages, non seulement économiques et financiers, mais même à des réglages
culturelle. Voilà qui va transformer les relations bilatérales en une intégration à une entité, la CEDEAO. Et pendant que se poursuit le débat sur son adhésion à la CEDEAO, le Maroc renforce sa coopération avec ses partenaires. Le pays accueille pour leur formation des élèves et étudiants ivoiriens. Justement, l'association des élèves, étudiants et stagiaires de Casablanca vient d'organiser un forum pour évoquer les opportunités et avantages qu'offre le Maroc en matière d'enseignement supérieur et professionnel. Sephora Zegui, Patricia Omouetia. Le Maroc, une destination prisée par les Ivoiriens dans la poursuite de leurs études. Mais la quête du savoir dans le royaume chérifien ne se déroule pas toujours aisément pour ces étudiants qui, pour la plupart, sont à leur première expérience de vie à l'étranger. Un forum donc pour informer, conseiller et orienter les futurs bacheliers. Il était important pour nous, en tant qu'association des étudiants ivoiriens de Casablanca, qu'on puisse effectuer un tour en Côte d'Ivoire pour parler des réalités, pour préparer déjà ceux qui doivent effectuer les déplacements pour nouveau des études au Maroc, ce à quoi il faut se préparer, les conditions, les mesures à prendre pour ne pas être surpris. En plus de mettre à la disposition des futurs étudiants toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les documents à fournir pour leur inscription dans les écoles et universités marocaines, les conseillers d'orientation ont présenté les avantages d'étudier au Maroc. Au niveau académique, il y a une rigueur dans l'enseignement. Il y a rarement des troubles. C'est un pays qui est industriel. C'est une plaque tournante de l'industrialisation. Et il y a non seulement la théorie qui est enseignée, également la pratique. Voilà, le matériel est mis à disposition, les équipements sont mis à disposition des étudiants afin de pouvoir s'imprégner du secteur dans lequel ils étudient. Au sortir du forum de conseil et d'orientation, les participants semblent avoir de nouvelles options pour leurs études supérieures. Le Maroc est un pays africain, mais en matière de technologie, ils sont mieux développés. Moi, je suis dans le domaine de l'industriel. Le Maroc est mieux développé que la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'aimerais partir étudier au Maroc. Le forum de conseil et d'orientation de l'association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens de Casablanca est à sa première édition. Le reportage de Sephora Zegui était commenté pour vous par Adama Kone. Coup de filet réussi pour la brigade mondaine qui vient de mettre fin aux activités d'un réseau de proxénètes dans la commune de Port-Boué. Ce réseau promettait à des jeunes filles mineures depuis le Nigeria des emplois et les contraignait à la prostitution une fois ici à Abidjan. Mais ce réseau ne servira plus. L'heure est venue maintenant pour les membres de répondre de leurs actes devant la justice. Témoignage signé Abou Sanogo. Le moment est au regret pour cette jeune fille qui implore la clémence des hommes de la brigade mondaine. Elle fait partie d'un réseau de proxénètes et de traite d'enfants. Ses complices et elle ont réussi à faire venir du Nigeria une jeune fille âgée de 16 ans aux fins d'exploitation et de prostitution avec menaces et contraintes pendant 2 semaines. On m'a dit que je devais aller à Dubaï pour travailler dans un restaurant. Elle était à l'hôtel avec les ravisseurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer l'hôtel. Donc on les a emmenés dans un ghetto. Mais là, la demoiselle qui pleurait tout à l'heure s'occupait d'elle. L'élément majeur même dans cette histoire de proxénétisme m'a dit que si je refusais, qu'il allait m'emmener dans un lieu, il ne pourrait pas m'échapper, que j'aurais encore plus de problèmes. Si elle a refusé de se prostituer. Ce réseau a été vite démantelé dans la commune de Port-Boué. On les a interpellés dans un ghetto de prostituées situé précisément dans les environs du marché de nuit à Port-Boué. Mais ils iront plus loin en demandant une rançon aux parents de leurs victimes. Ils la séquestrent. Ils appellent le père de cette jeune fille qui réside à Dubaï. Ils demandent une rançon avant de libérer la jeune fille. Le papa a appelé l'ambassade de Dubaï et on a transféré l'appel à mon bureau. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a des gens qui l'ont appelé d'Abidjan. Ils ont fait venir sa fille en Côte d'Ivoire ici. Et on lui demande une somme de 300 000 naira, ce qui équivaut à 500 000 francs CFA, pour pouvoir libérer sa fille. Les ravisseurs seront face au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quant à la jeune Blessing, qui revient de loin, elle n'a qu'une seule envie, retrouver au plus vite sa famille au Nigeria.
25 femmes entrepreneurs dans divers secteurs d'activité ont reçu des chèques d'un montant global de 354 millions de francs CFA pour booster leurs affaires. Ce sont des prêts provenant du fonds de 5 milliards de francs CFA mobilisés par le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin. On en sait plus avec notre reporter Justine Seydike. Elles sont au nombre de 25 femmes chefs d'entreprise à recevoir des chèques d'un montant global de 354 millions de francs CFA, allant de 4,5 millions de francs CFA à 50 millions de francs CFA. Notre objectif, c'est de travailler sur l'assainissement de la ville d'Abidjan. Grâce à ce partenariat, nous allons pouvoir commencer la première phase de lancement de ce beau projet que nous souhaiterons réaliser assez rapidement. C'est le deuxième groupe de femmes dont les projets ont été sélectionnés par la Banque Atlantique de Côte d'Ivoire sous la conduite du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Je souhaiterais en tout cas féliciter très sincèrement toutes les femmes récipiendaires parce que je sais que c'est un processus qui n'est pas aisé, qui est aussi sélectif. Et je pense que vous avez fait montre de courage, vous avez cru en votre business, vous avez fait preuve d'opiniâtreté et également c'est ce qui est le résultat aujourd'hui de cette remise des chèques. À ce jour, 35 femmes ont reçu des prêts de 614 millions de francs CFA dans le cadre du projet Fonds de soutien aux femmes entrepreneurs d'un montant de 5 milliards de francs CFA. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné, s'est rendue à Tengrela pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes des crises successives en Côte d'Ivoire. Ainsi, ce sont au total 37 ayant droit des personnes décédées et des blessés qui ont reçu des mains de la ministre des chèques d'un montant de 36 millions de francs CFA. Kadès Sogodogo. Après Daloa et tout le pleu, Cap a suivi Tengrela le week-end dernier pour apporter compassion et réparation aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a distribué des chèques et prises en charge médicale à 37 victimes composées de 35 ayants droit de personnes décédées et de 2 blessés. Montant total, environ 36 millions de francs CFA. La ministre en charge de l'indemnisation des victimes a exhorté les victimes au pardon, mais aussi à la vigilance. Elle a rappelé la gratuité de l'opération et réitéré la volonté du chef de l'État d'apporter réparation à toutes les victimes sans distinction. La seule condition, être victime de l'une des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011, a-t-elle précisé. Chèques et prise en charge en main, les victimes empreintes d'émotion ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Par le souvenir de la perte de ma fille, mais quand même, ce que le gouvernement a posé comme acte, j'en suis vraiment ravi parce que bon, j'ai su que c'est un gouvernement solidaire qui pense même à ceux qui ont des problèmes. On est très contents. Nous remercions Monsieur le Président de la République d'avoir pensé vraiment à nous, les victimes du département de Tengrela. Daloa, tout le pleu. Aujourd'hui, Tengrela, ce sont environ 235 millions de francs CFA qui ont été distribués à plus de 250 victimes et ayants droit de victimes en seulement 2 semaines. Pour rappel, ces réparations rentrent dans le cadre de la grande phase du processus d'indemnisation lancé par la ministre Mariatou Koné le 30 octobre 2017 à Abidjan. On en arrive à notre dossier de ce 20h consacré à la sécurité alimentaire. Quel est l'apport de la recherche? Nous ferons donc une incursion au CNRA, Centre de recherche agronomique qui propose des technologies performantes. Alors, comment la recherche peut-elle contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire? Élément de réponse dans ce dossier signé Jean-Luc Gambo. Depuis qu'il s'est lancé dans la production de bananes de contre-saison, Albert Kanga est convaincu de faire œuvre utile. En Côte d'Ivoire, on a une période où la banane sort beaucoup. Et à un certain temps de l'année, la banane disparaît. Et c'est ce que j'appelle la production contre-saison. Ça nous permet d'avoir la banane au moment où il n'y a pas de banane. C'est une manière aussi de contribuer
à l'autosuffisance alimentaire. La bananeraie d'Albert Kanga s'étend sur une superficie de 15 hectares, dont 5 sont essentiellement dédiés à la production de bananes de contre-saison. Albert est devenu un spécialiste de la contre-saison en 2014 grâce au Centre national de recherche agronomique. Pour produire la contre-saison, ce n'est pas facile. La banane doit fleurir dans le mois de février où il n'y a pas d'eau. Or, un bananier qui n'a pas d'eau ne peut pas donner un bon régime. Mais Dieu merci, avec les nouvelles variétés du CNRA, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir vraiment entre 25 et 30 tonnes à l'hectare. Albert est l'un des principaux fournisseurs des grandes surfaces et les marchés du vivrier en Côte d'Ivoire. En dehors de la banane, plusieurs autres spéculations vivrières ont fait l'objet de recherches scientifiques. Nous sommes à la station de recherche sur les cultures vivrières du CNRA à Bouaké. Ici, le Dr Dibi et son équipe achèvent leurs travaux sur de nouvelles variétés de patates douces. 3 variétés ont déjà été sélectionnées et sont vulgarisées en milieu paysan. Ces variétés ont fait l'objet d'études en station pendant de nombreuses années. En plus, elles ont été sélectionnées avec la collaboration de paysans dans différentes zones de la Côte d'Ivoire. La force de cette variété, c'est sa forte valeur nutritionnelle et son cycle de production assez court. L'accent chez nous ici est mis sur la sélection de variétés à chair orange, c'est-à-dire des variétés qui sont riches en provitamine A. En 3 mois, 4 mois, elle permet d'avoir des rendements très élevés, 15, 20, 25 tonnes par hectare. Depuis 1998, ce sont près de 80 variétés améliorées de cultures vivrières qui ont été mises en place par le Centre national de recherche agronomique, entraînant pour certaines un boom de la production. Pour le manioc, sur un hectare, au lieu d'avoir 20 tonnes, quand on cultive une variété locale, une variété traditionnelle, aujourd'hui, si on cultive les variétés du CNRA, on peut atteindre 30 à 40 tonnes. Proposer des technologies performantes, tolérantes aux maladies et riches en nutriments afin de relever le défi de la sécurité alimentaire. Mais aujourd'hui, la recherche se trouve confrontée à quelques obstacles. La recherche coûte très cher. Souvent, on ne compte même pas le financement et il faut s'occuper du chercheur lui-même. Il faut les infrastructures. La production annuelle des vivriers est estimée à 16 millions de tonnes et procure à l'économie ivoirienne un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards de francs CFA, représentant 12% du PIB. Ce secteur occupe environ 85% de la population agricole active et est en majorité constitué de femmes. Les cultures vivrières ont permis d'assurer l'autosuffisance alimentaire de la Côte d'Ivoire, à l'exception du riz, dont la demande est satisfaite à près de 30% par des exportations. C'était le dossier de ce 20h consacré à la sécurité alimentaire, les fruits de la recherche, un dossier signé Jean-Luc Gbangbo. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a initié hier samedi une opération coup de balai, c'était à Grand-Bassam. L'opération dénommée Ma plage, mon pays vise à nettoyer la plage et sensibiliser les populations sur les dangers des déchets plastiques. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la 48e journée mondiale de la Terre. Et justement, aujourd'hui, dimanche 22 avril, est célébrée la journée mondiale de la Terre. Cette journée est l'occasion de rappeler l'importance de la Terre. La Côte d'Ivoire y joue sa pleine partition à travers plusieurs actions concrètes, dont la restauration du couvert forestier. On en sait plus avec Grace Kando. La Journée mondiale de la Terre est l'occasion de discuter de l'environnement et des êtres qui peuplent la planète Terre. Elle a toujours été l'unique mère nourricière de l'humanité, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie et sert aussi de protection contre les aléas climatiques. Pour donc protéger et préserver cette terre, le gouvernement ivoirien joue sa partition à travers plusieurs actions, entre autres le développement des énergies renouvelables réduisant les émissions de gaz à effet de serre, la gestion rationnelle des ressources en eau, la restauration du couvert forestier et la promotion d'une agriculture intégrant la préservation de l'environnement et la construction de centres de valorisation et d'enfouissement technique pour une meilleure gestion des déchets. L'appel est donc lancé par les autorités afin que chacun puisse s'approprier cette volonté de préserver la planète en luttant notamment contre l'orpaillage illégal, la prolifération de sachets plastiques, la déforestation et les actes de pollution.
Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable entend tout mettre en œuvre pour traduire les initiatives sectorielles de la planète en actions concrètes, visibles et ayant un fort impact positif sur les conditions de vie des populations. Nous sommes dimanche aujourd'hui, c'est jour de culte pour les fidèles chrétiens. Je vous conduis donc à la messe d'action des grâces à la paroisse Notre-Dame de Trècheville, une messe qui a permis donc de célébrer le Père Akafo Gra. Il a été célébré au cours de cette messe pour ses œuvres au sein de la communauté catholique de Côte d'Ivoire. Dans sa politique de redynamisation et de rapprochement des prêtres, l'Union fraternelle du clergé catholique ivoirien, UFRACI, section d'Abidjan, vient d'honorer l'un de leurs. Il s'agit du Père Pascal Akafo Gra. C'est à travers une messe d'action de grâce tenue à la paroisse Notre-Dame de Trècheville que les 55 ans de sacerdoce de ce serviteur de Dieu ont été célébrés. Appelé formateur des formateurs, il est entré en 1949 au petit séminaire de Bingerville. Le Père Pascal Akafo Gra a fait son ordination sacerdotale le 25 mars 1963. 3 ans après, il fut envoyé à Rome pour des études en droit canonique. Dans sa mission, il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Très respecté des siens, l'homme de Dieu a été présenté au cours de cette messe comme un bon exemple. Il a été mon formateur, il m'a eu tout petit. Et j'ai eu la chance, en tant qu'archevêque, de travailler avec lui. J'ai une grande admiration et un grand respect pour ce prêtre qui est d'une simplicité incomparable. C'est grâce à lui que je suis devenu prêtre. Nous disons merci à Dieu de l'avoir choisi comme prêtre pour tout le travail qu'il a fait. C'est un monument de l'Église. Environ 1 heure d'horloge, c'est le temps qu'a duré cette messe à la paroisse Notre-Dame de Trècheville. Témoignages, chants, louanges et prières pour le pays et à la gloire de Dieu ont marqué cette célébration. Reportage réalisé par Ouattara Amadou Walter. À l'étranger, le Togo qui est de nouveau touché par la grippe aviaire. L'information a été confirmée hier samedi par le gouvernement togolais qui prévoit l'interdiction de tout mouvement des volailles pour une période de 30 jours dans la localité concernée, à savoir la préfecture des Lacs. Et je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Des tirs de roquettes et des assaillants déguisés en casque bleu montés à bord de véhicules piégés. Des échanges de coups de feu. Les camps de la mission onusienne MINUSMA et de la force Barkhane à Tombouctou ont été la cible samedi d'une attaque qui a fait au moins 1 mort et une quinzaine de blessés. Parmi eux, au moins 7 blessés français. Les députés de l'opposition au Tchad ont décidé de boycotter les travaux parlementaires relatifs à l'adoption de la nouvelle constitution. Les 33 députés de l'opposition sur un parlement composé de 170 députés dénoncent l'adoption de la nouvelle constitution par voie parlementaire et réclament une adoption par référendum. Le Zimbabwe a célébré ses 38 ans d'indépendance ce mercredi 18 avril. Pour la première fois, cet anniversaire s'est déroulé sans l'ex-président Robert Mugabe. C'est donc son successeur, Emmerson Mnangagwa, qui a tenu un discours largement consacré à l'économie lors d'une cérémonie dans le stade d'Harare. Depuis ce jeudi, l'île de Cuba a un nouveau président. Il s'agit de Miguel Díaz-Canel, un proche de Raúl Castro. Il a été élu avec 99,83% des voix par l'Assemblée nationale. Une élection sans suspense, puisqu'il était le seul candidat à sa succession. Pour la première fois depuis 1959 à Cuba, le président ne portera pas le nom de Castro. Au Sénégal, 125 députés ont voté en faveur du projet de loi au terme d'une journée de débat houleux à l'Assemblée nationale. La réforme du code électoral introduisant un système de parrainage pour les élections présidentielles de février prochain a été adoptée. Les candidats devront désormais recueillir les signatures d'1% des électeurs, une mesure décriée par l'opposition qui a boycotté le vote à l'Assemblée nationale.
La capitale malgache a connu hier samedi une journée éprouvante. Des milliers de manifestants, dont des députés, ont bravé l'interdiction de manifester et sont descendus dans les rues pour dénoncer les nouvelles lois électorales. Des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle. 3 morts, dont 2 enfants asphyxiés par gaz lacrymogène et plus d'une dizaine de blessés. C'est le bilan provisoire des affrontements. Un attentat suicide a visé ce dimanche un centre d'enregistrement pour les élections législatives à Kaboul. Le dernier bilan fait état d'au moins 31 morts et 56 blessés. Cette attaque vient confirmer les risques de violence redoutés à l'occasion du scrutin prévu en octobre. Fin de ce 20h, mais notez que l'actualité ne s'arrête pas. Sur RTI 1 à 23h, retrouvez Michel Mambo pour un nouveau journal. Oui, passez une très belle soirée sur RTI.